Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Entretien avec Henriette Ekoué, notre invitée ce soir, journaliste et femme politique militante du Manidem. Elle fut pendant longtemps l'une des têtes de proue de l'UPC. Son parcours est bien connu, très raconté d'ailleurs au Cameroun. Mais ce soir, on va surtout s'intéresser à son combat aujourd'hui. Quels sont les objectifs de la panafricaniste Henriette Ekoué? Surtout, la diplômée de l'histoire va nous livrer sa version sur justement l'histoire très controversée de la lutte pour l'indépendance totale du Cameroun. On va donc tout de suite l'accueillir vu qu'on a pris quelques minutes de retard dans le démarrage de cette émission. Henriette Ekoué, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Dora Eboa. Alors, C'est un merci pour plaisir. l'honneur que vous nous faites d'être là. Hein. Vous êtes né le 25 décembre 1949 dans le sud, à Ambam. C'est bien Oui, cela. oui. Parlez-nous un peu de cette période, après votre naissance, Je quartier suis où vous avez née grandi. pendant l'administration coloniale, Mm. au fin fond de la brousse du Sud, à la lisière du Gabon et de la Guinée espagnole, comme on disait à l'époque, dans une toute autre culture que la mienne, évidemment. C'est des Fang, des Ntoumou, et je me suis bien immergée dans cette culture parce que mon père, avant d'y aller, avait fait ses études aussi dans le sud, à Foulassi. Et donc, quand on arrive là-bas, il maîtrise cette culture et la langue aussi. Et puis, on va à l'église. À l'église, nous chantons en boulot, mes camarades de classe aussi. Bon, c'est une autre vie qu'à Douala. Quand je suis arrivée à Douala, j'étais un petit peu la broussarde. J'avais 7 ans. Ouais. Et ma mère était un peu désespérée. On était en brousse. Je suis habillée 2 minutes après quand je joue. Je ne suis plus du tout la même. La jupe est de travers et tout. Alors qu'elle trouvait que les filles à Douala étaient plus sages, plus rangées. Mais il faut dire que là-bas, on avait beaucoup de poussière. Ouais. Et on avait aussi une poussière peuplée de chic. Donc, tous les week-ends, mon père enlevait, nous soignait les pieds, retirait les chics, nous versait de l'alcool. Bref, c'était une vie sauvage que j'aimais bien. D'accord. Alors, cette vie sauvage, justement, vous dites, vous l'avez passée à Ambam et donc vous Ambam. parlez également la langue de cette région-là. Absolument, oui. Parce que c'était comme ça. Il y a la cour de récréation, il y a des amis qui viennent à la maison, on va à l'église, on se fréquente. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Hein. Il y a des fonctionnaires Sawa aussi. Et il y a des fonctionnaires de toutes les régions qui se retrouvent là-bas, Bamileke, Sawa, Mbamwa, tout le monde est là-bas. Et bon, on apprend à vivre ensemble. Et c'est une bonne expérience des enfants de fonctionnaires. On peut aller n'importe où, on n'est pas dépaysé, on s'adapte facilement, oui. Oui, mais justement, enfant de fonctionnaire, papa était ex-directeur aux douanes Oui, camerounaises. oui. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette partie Ah ben, on du était pays? encore dans la colonisation, il était contrôleur des douanes Mm. à cette frontière-là. Et donc, nous vivions là-bas, on y a passé. Moi, j'y suis née, mais lui, il a passé en tout 9 ans. Mm. Je suis née 2 ans après son arrivée là-bas. On était 4 enfants qui sommes nés là-bas. Et bon, quand on a cette facilité de vivre entre plusieurs cultures, c'est un enrichissement pour moi de pouvoir naviguer entre ma langue maternelle, le Wodi, le Douala, et le Boulou. Le Fan, je le parle moins maintenant, le Ntoumou, mais je le comprends parfaitement. Et aussi pouvoir lire la langue Boulou, puisqu'il fallait lire le chant, les cantiques et tout. J'allais à l'école du dimanche des enfants, on nous faisait réciter les textes bibliques en Boulou. Donc, on est obligé un peu de se formater Oui. dans toutes ces langues. Et donc, c'est resté. Mhm. Je suis rentrée à l'âge de 7 ans. Et à 66 ans, je parle couramment, je lis, je peux écrire le boulot à tout moment. Voilà. Waouh. C'est une Et richesse. une très grande richesse. Et la maman, comment est-ce qu'elle vivait tout ça? C'est-à-dire que pour vous, Ah les ben, elle enfants, s'est c'était facile? adaptée. Elle s'est adaptée parce que elle aussi, elle allait au marché d'abord, elle allait à l'église. Et là-bas, il n'y avait pas de pidgin. Donc, elle était Tout, plus femme au foyer. Elle était femme au foyer, donc D'accord. elle parlait avec toutes les femmes qui venaient à la maison aussi, Mhm. avec les femmes de ses collègues. Et j'ai eu pratiquement des parents, j'ai encore des parents boulot qui me considèrent comme leur sœur, parce que même quand le père est mort,
Mon père est devenu le tuteur de ces orphelins-là. Donc le lien n'a jamais été vraiment rompu, jamais. D'accord. Voilà. Et vous avez dit qu'il y a quatre d'entre vous qui êtes nés Ils à sont nés, Ambam. oui, Oui, parmi maintenant les vous êtes une derniers. fratrie de combien d'enfants? Eh ben, jusqu'à 2011, on était sept. Ma mère a eu 10 enfants. Trois sont morts en bas âge. Et ma jeune sœur qui me suivait est morte malheureusement en 2011. Ça a été un choc. Bon, c'est la première fois que moi j'assistais au deuil d'un des nôtres, une des nôtres. Et ça a été dur. C'était la seule sœur? Non, j'en ai deux autres. J'en Ah, ai d'accord. trois autres Trois autres. qui vivent, oui. D'accord. Alors déjà, toutes nos condoléances, hein, malgré Merci. que beaucoup de temps a passé depuis. Quels sont vos rapports avec vos sœurs? Parce que on va parler tout à l'heure de votre engagement politique, Oui. mais c'est vrai qu'avec tout ce que vous avez eu à donner dans la politique, c'est parce qu'on attendait forcément d'une femme. Donc, j'ai envie de savoir quels sont vos rapports avec vos sœurs. En Ah, mes grandissant rapports, déjà. on a de très très bons rapports. La famille est assez soudée. Mes parents sont des chrétiens. Ma mère est décédée depuis longtemps, mais mes parents étaient des chrétiens. On nous a élevés dans la foi chrétienne aussi. Bon, même si je ne pratique pas, je ne vais pas à l'église, tout ça. Mais il y a un lien fort. Bon, l'éducation aussi, on nous apprend à être humble, à respecter l'autre, à ne jamais envier l'autre, même s'il est riche, ça ne nous touche pas. Ça, on a d'autres valeurs que celles-là. Bon, je sais que les Camerounais, certains adorent ça. Bon, j'ai telle voiture, j'ai des clabousses dans la rue parce que moi je suis dans une voiture, toi tu es à pied sur un trottoir. Ça ne nous impressionne pas. On a vécu avec des chauffeurs des voitures de l'État et je peux vivre aussi sans voiture sans que cela ne me gêne. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que vous jouiez à la poupée comme toute petite fille Ah oui, oui, normale. non, normalement, oui. Oui. Et puis on était près de la Guinée espagnole, donc on avait beaucoup de jouets, beaucoup de robes, des berceaux qui venaient de là-bas, des poussettes. Enfin, c'était un peu comme des petits blancs, je dirais, parce qu'il y avait cet échange entre la Guinée espagnole et nous Alors, à comment, l'époque. justement, comment est-ce qu'on quitte la jeune fille Le cocon. relativement sage? Parce que Oui. ça, vous l'avez dit, la maman Ouais. se plaignait souvent du fait que vous n'êtes pas très rangé Oui, comparément oui, aux jeunes j'aimais, filles. bon, j'étais pas la petite Sawa, nickel, Oui. non, non, j'étais, bon, comme toutes les filles, je crois que même les filles Boulogne-Toumoua, elles sont propres aussi. Mais le problème, c'est que je vivais dans un environnement entouré de garçons et de filles. Et donc, quand je me donnais à fond dans le jeu, j'avais de la poussière sur la tête, j'étais pas du tout soignée. Et ma mère désespérée un peu, elle disait, est-ce que tu seras jamais une vraie Sawa? Bon. D'accord. Et est-ce qu'à l'époque, il y a des femmes politiques fortes, charismatiques, qui, dans votre enfance, déjà commencent à vous influencer? Non, bon, il y a ceci que mon père étant un instituteur de formation, nous a fait beaucoup lire. Donc à l'époque, la poste marchait très bien. Il avait des abonnements à des journaux. Et donc on a beaucoup lu dans l'actualité. Mais à l'époque aussi, il n'y avait pas beaucoup de femmes, bon, pour parler de la mère patrie, Ouais. entre guillemets, de la France. Mais il y avait déjà des femmes en politique que je ne connaissais pas parce que je n'étais pas à Douala. Il y avait... Donc, les femmes politiques, je n'en connaîtrais pas beaucoup. D'accord. Et vous Je êtes influencé finirais par les hommes plutôt même pas, j'étais vraiment pas. Mais une chose, une scène m'a choquée quand j'étais gamine. C'était à quelques mois de notre départ d'Ambam, en 1956. Le maquis avait déjà commencé et il y a eu une rafle où on a arrêté beaucoup de commerçants du marché. Et on a dit que c'était des UPCistes. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Et on les mettait en corvée, parfois chez les fonctionnaires, et mon père a refusé qu'ils viennent en corvée chez lui. Comme ça, peut-être par patriotisme, parce qu'il a connu Oumiobe à Foulassi, ouais. qui était aussi élève de l'école normale. D'accord. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que vous commencez à avoir les premiers contacts avec les UPCistes, où vous en entendez parler sans plus, et c'est beaucoup plus tard qu'il y aura le premier contact. Beaucoup, bon, bien sûr que c'est beaucoup plus tard, mais
je découvrirai bien après que mon père a signé la pétition pour que Oumyobé aille à l'ONU défendre l'idée d'indépendance. Et mon père était un syndicaliste aussi de la fonction publique. Donc, il n'y a pas beaucoup de débats, mais j'observe, je vois des réunions qui se tiennent, des demandes d'explications. On lui demande si c'est une organisation communiste. Il a sa carte de la CGT depuis 1945, pratiquement au début du syndicalisme au Cameroun. Et donc là, je vois les premiers indices de quelque chose. Mais c'était un fonctionnaire de l'administration coloniale. Hein, donc, ce n'était pas un révolutionnaire, là, le couteau entre les dents. Mais quand même, ayant reçu la même éducation que Oumyobé à l'école normale, qui était créée par des Américains et des Suisses, ils avaient donc été élevés dans le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, parfois, dans des conversations, et puis mon père lisait beaucoup, je l'observais, il lisait Le Monde, il était abonné à plein de journaux. Et comme la poste marchait très bien, il recevait tous ces journaux en bam. D'accord. Donc là, vous voyez, donc, vous entendez parler du CESUPéciste, là, mais vous êtes encore sur les bancs. Ah oui, oui, je suis partie de là-bas après le cours élémentaire 1. Oui. Je suis venue faire le cours élémentaire 2 à Douala. Et vous avez obtenu votre baccalauréat ici, c'était au lycée Leclerc. Non, j'étais au lycée Leclerc la première moitié du temps. Oui. Parce que je travaillais, enfin, mon père ne voulait pas que j'aille dans des écoles de filles. Il voulait absolument que je sois dans des écoles mixtes. Donc, toutes mes copines à Douala avaient demandé le lycée de jeunes filles à l'époque. Moi, mon père m'a dit non, premier lycée, le lycée Leclerc. Donc, j'ai été exilée à Yaoundé. Oui. Ça a été une bonne période, l'internat. J'ai gardé des amitiés de 50 ans aujourd'hui. 54 ans, je suis entrée en 61. Voilà, ça a été une expérience formidable. Et dans quel établissement est-ce que vous obtenez finalement votre baccalauréat et puis en quelle spécialité? Je suis à Douala, je passe le bac, mais je ne l'ai pas. Curieusement, j'étais la deuxième de la classe. Je fais une très belle dissertation parce que je lisais beaucoup. Mon père faisait venir tous les livres Bergson, Kierkegaard, tous mes auteurs que j'avais en terminale. Bon, mais je ne sais pas, le professeur me note mal et je dois repasser le bac. Et là, mon père me dit qu'il s'est passé certainement quelque chose. Vous savez, quand vous avez cet âge-là, 19 ans, on se dit, ah, il y a peut-être un bonhomme derrière qui la perturbe. Donc, on m'expédie en France et je passe une année où je m'ennuie au lycée parce que je n'avais pas de problème en tant que tel. Et donc, je passe mon bac avec une bonne mention. Puis, je commence à fac d'anglais. En France? En France. Pourquoi l'anglais? Oh, bon, il y a peut-être l'influence de la musique, hein, la musique anglaise et américaine. Peut-être, mais j'aimais la langue. J'écrivais des choses, des textes déjà en anglais depuis le lycée. Donc, quand vous dites qu'il y a peut-être de la musique, ça veut dire que vous êtes fan de musique je danse anglaise et beaucoup, je américaine. sors, je m'amuse comme une folle. Et puis, à cette période-là, beaucoup de filles ont fait les langues pour être interprètes ou traductrices et tout ça, oui. Oui. Donc, vous étudiez l'anglais et plus tard, vous allez aller en Grande-Bretagne où vous obtiendrez votre licence. J'obtiens ma licence, mais je vais en Grande-Bretagne pour faire on appelait ça l'assistanat. Vous allez en Grande-Bretagne, vous enseignez, et quand pendant que vous enseignez le français, vous vous habituez à l'anglais courant. Bon. Ça a été une très bonne expérience aussi pour moi. Mais là, ça a été aussi une expérience politique. Parce que je commence à fréquenter les mouvements de libération, notamment l'ANC, qui a un grand bureau en Angleterre. Et donc j'y vais, je rencontre les amis d'Afrique du Sud, je commence à lire leur littérature. Et voilà, donc ça a été aussi un moment très politique, la SWAPO, la Namibie, tout ça. Et je suis tout ça avec beaucoup d'attention. La ZANU au Zimbabwe, parce qu'il y a un rebelle, un premier ministre anglais, Ian Smith, britannique. On accorde l'indépendance en 65, il refuse de donner l'indépendance. Donc je lis beaucoup, je suis plongée dans les milieux militants, puisque je militais déjà en France, au sein de l'Union nationale des étudiants du Cameroun. Donc cet apport de la langue anglaise politique, très politique,
et des combats des autres peuples d'Afrique, notamment d'Afrique australe. Évidemment, on lit beaucoup Nkrumah parce qu'il y a des cercles panafricanistes aussi qui se créent. Et il y a cette grande solidarité à l'égard des pays qui sont soit sous l'oppression coloniale, soit sous l'oppression raciale. D'accord. Mais justement, ce qu'on constate hein, de manière globale, c'est que beaucoup de groupes, d'associations qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays, même pour le panafricanisme, semblent être nés en Occident, alors que beaucoup de ces associations combattaient la présence des Occidentaux en Afrique. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Ben, parce qu'on est en période de guerre froide. La guerre froide, c'est deux blocs, le bloc occidental et le bloc sous influence soviétique. Et lorsque il y a ici des dictatures, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler. J'ai des amis qui ont été déportés en 1976. Une grande amie, Ndongo Galérité, qui en est revenue hémiplégique en 80. Et donc, j'ai eu, ici, il y avait carrément une dictature. Et mes camarades qui ont essayé de prendre le relais des Ernest Ouandié, ils ont travaillé en clandestinité ici et l'ont payé très lourdement. Ils ont été déportés à Tcholiré, à Yoko, à Mantoum, et beaucoup en sont revenus malades. Et donc, il faut rendre hommage à des gens comme Moine Gaspard, qui est toujours vivant, et Beletobo, qui est à l'extérieur, Dikoumé Albert et d'autres qui sont donc, et Kambi David, qui fait Camaroche, qui ont été donc des jeunes scolaires et de l'université qui ont été déportés. Une des plus jeunes, c'était Nicole Tianga, qui avait à l'époque 18 ans, fille d'un fonctionnaire qui était ce qu'on appelle aujourd'hui les TPG. Son père était TPG depuis 18 ans et elle s'est engagée, elle était élève à Liberman, elle a été amenée à Tcholiré, etc. Donc, il y a plus de 250 jeunes qui ont été arrêtés. Donc, M. Semengue sait très bien ce qui s'est passé au Cameroun en juillet 1976. Le dernier à sortir de cette fournaise, c'est Ebele Tobo en 1984. Voilà. Oui. Et alors, il y avait même un commissaire, le commissaire Mbiameka, qui a aussi subi cette répression-là parce qu'il était l'ami des Moine Gaspard, Ebele Tobo et les autres, qui étaient les dirigeants du mouvement. Voilà. D'accord. Les dirigeants du mouvement ont subi vraiment des tortures ici, mais on sait que c'était le pouvoir colonial qu'il faisait. Et non, non, non. En 1976, on était indépendants. Oui. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas la main de l'Occident qui était quand même restée? Oui, je vous disais donc, donc, en fait, la lutte pour l'indépendance, telle que l'a posée l'UPC, nous voulons l'indépendance totale. Oui. Nous sommes les amis du peuple français. Nous sommes les héritiers de la Révolution française, qui a été la mère de toutes les révolutions du XXe siècle. Nous sommes aussi les héritiers du mouvement ouvrier européens et français en particulier, parce que ce sont des Français qui ont formé les syndicalistes chez nous en 1944, la naissance du syndicalisme au Cameroun, Gaston Dona, Lalaurie, Soulier, Gaston Dona qui a formé Oumniobe va être expédié à Madagascar, je crois Maurice Soulier, on va l'expédier en Konsamba, il y aura même des procès, on va tenter de tuer un de ces Français-là. Donc, la France a participé à la conscientisation des jeunes fonctionnaires coloniaux, des travailleurs coloniaux qui ont eu à former le syndicalisme, le syndicat, et le syndicat a accouché du mouvement de libération qu'on a appelé l'Union des populations du Cameroun. Mais donc, à l'indépendance, il y a déjà ce qu'on appelle deux blocs issus de la guerre de 1945, dont on maintient les pays africains sous dictature. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des colloques à la Sorbonne où la France, des chercheurs français, des politologues français vont décider que pour des pays d'Afrique francophone, il fallait un chef, une nation, un projet. Donc, c'est difficile pour eux d'envisager le multipartisme dans ces pays-là pour ne pas avoir une influence soviétique, surtout pour ne pas avoir à tenir plusieurs têtes. Et évidemment, s'il y avait eu démocratie, il y aurait eu des gens qui auraient dit « nous n'acceptons pas, par exemple, le franc CFA, nous n'acceptons pas qu'on ait des accords
qui sont les accords au lendemain de l'indépendance qui maintenaient la domination. Mais cette fois-ci, cette domination était consentie puisqu'on a signé qu'on est d'accord. Oui. Alors qu'au fond, c'était une volonté de soumettre les pays du précaré, les pays avec ce qu'on a appelé pour nous, qui a été notre cheval de bataille, combattre le néocolonialisme. Oui. Alors ce néocolonialisme, vous le dites si bien, donc ça veut dire qu'il y a effectivement la main de l'Occident qui reste, de par les accords qui ont été signés. Non, c'est pas ça, c'est que la France reste maîtresse de ces pays-là. Oui. Et quand on connaît l'histoire de la France, de la Révolution française, on ne peut pas comprendre, et surtout de la résistance à laquelle les Camerounais ont participé, comme tous les Africains, on ne peut pas comprendre que la France maintienne une influence telle que même nos économies doivent dépendre de la France. Ce n'est pas juste. Et il y a des Français qui sont d'accord pour dire que le néocolonialisme, c'est manquer de respect aux Africains. Donc, ce n'est pas une question des Noirs qui se battent contre les Blancs parce qu'ils sont racistes, non. C'est un système politique que nous combattons. Et ce système politique-là a été dénoncé par des partis de gauche en France, dont le Parti communiste français. C'est le Parti communiste français qui a aidé Oumyobé à partir de Paris à New York pour aller à la 4e commission qui s'occupait des pays sous tutelle. Donc, quand on parle de ça, ce n'est pas pour dire que tous les Français sont des diables. Je ne suis même pas sûre que le peuple français, dans son ensemble, sait ce que c'est que ce néocolonialisme que nous subissons toujours. D'accord. Et donc, ce qu'il faut donc dire, c'est que des versions comme celle qu'on a suivie par exemple du général Semengue, Oui. où certains semblent se dédouaner un tout petit peu de la responsabilité parce qu'ils étaient sous l'égide du colon, vous dites que les autorités camerounaises, de par les actions qui ont été commises, ne sont pas à dédouaner du tout. Non, ils ne sont pas à dédouaner, mais les Français non plus. Il ne faut pas qu'ils viennent dire aux Camerounais que, bon, nous, on n'était pas là, vous étiez indépendants. Le jour où on a brûlé le quartier Congo, moi, j'étais à Nouvelle parce que mes parents étaient partis en France pour faire des stages où les fonctionnaires de l'administration coloniale devaient reprendre les rênes des principales administrations. Et nous étions à Nouvelle au moment où la guérilla a vraiment pris un tournant terrible. Et donc, pour aller brûler le quartier Congo, c'était les Français qui conduisaient la troupe coloniale. On était en avril 1960. Mais je rigole parce que M. Semengue, dans comment on appelle ça, dans un documentaire, il a dit qu'il assumait ce qu'il a fait, que si c'était à refaire, il allait le faire. D'où vient-il qu'aujourd'hui, parce que Hollande a dit que, bon, c'était après l'indépendance. Hollande aussi n'a pas raison. C'est pas vrai que c'était après l'indépendance seulement. Ça a commencé, il y a eu des massacres en 1955. Il y a des charniers en pays Bamileke, il y a des charniers. Le marché Congo est sur un charnier. Ça, beaucoup de gens, on n'en parle pas beaucoup, mais le jour où on l'a brûlé, c'était tragique parce qu'on a encerclé un quartier populaire à midi, un dimanche, à l'heure où les gens reviennent de la messe ou du culte et où ils sont assis pour partager leur sacré repas du dimanche. On a dit, il y a un mouchard qui allait leur dire là-bas que, bon, tant que Noé était là-dedans avec son QG, et ils sont venus, les hélicoptères qui versaient l'essence, on a mis le feu et autour du quartier, on a mis la troupe coloniale avec des armes. Pour que personne ne puisse s'en sortir. Oui, c'était traumatisant. La preuve, c'est que dès le lendemain, tous les habitants de Nouvelle sont allés à la cathédrale et je crois maintenant que j'ai milité que c'était un mot d'ordre de l'UPC pour les mettre à l'abri. Voilà. Donc, D'accord. Mais il y a quand même d'autres, en dehors du général Semengue, il y a une partie de l'histoire qu'on a l'impression que l'UPC n'assume pas elle non plus. C'est-à-dire que les exactions qui ont été commises durant cette guerre-là, il y a eu beaucoup de morts. Est-ce que tous les morts des civils sont à l'actif du gouvernement qui traquait les UPCistes ou alors est-ce qu'il y en a qui ont quand même été commis par les UPCistes? bon, ça c'est la grande question. C'est ça qui est amusant quand M. Semengue parle. Mais Semengue a été à Aidea, il a tué des gens. Comment il peut dire que non, il n'a rien fait? Il a été à Aidea. À l'époque, le préfet d'Aidea, c'était un de mes parents. Comment il peut raconter qu'il n'a jamais rien fait, que c'était les autres? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, en pays Bamileke, il y a eu des jacqueries, c'est-à-dire des révoltes paysannes, souvent. Et il y a eu des planteurs qui ont été tués dans leur plantation
souvent par les ouvriers, soit parfois conduits par des Blancs. Il y a un qui a été célèbre ici à Douala, Bema Mlende, qui a été assassiné. On a assassiné ce planteur, on a tué son fils, on a tué sa bru, qui était enceinte, on a fendu son ventre et on a tué le fœtus qui était dans son ventre, le bébé, parce qu'elle était pratiquement à terme, devant les enfants. Ces enfants ont vu la mort de leur grand-père, de leur père, de leur mère. Donc, il y a eu des choses terribles qui peuvent être aussi des planteurs français qui avaient maille à partir avec certains planteurs africains. C'est possible aussi. Mais il y a eu beaucoup de troubles. Mais d'une manière générale, ceux qui ont été jusqu'à faire des charniers, c'était ceux qui avaient l'armée. Et le napalm, on va dire que c'est aussi l'UPC avait des avions pour aller verser le napalm à Badenkop, au quartier général de l'armée de libération nationale du Cameroun, ALNK, qui était dirigé par Singap Martin. Vous allez à Badenkop, vous allez voir des montagnes pratiquement nues, avec de grosses pierres. On a versé du napalm, et au quartier général, là où était donc l'armée de libération, personne ne va faire des plantations là-bas. Parce que quand les gens sont revenus, vous voyez aux tôles qui sont assez récentes, vous voyez que le pays a été brûlé, le village a été brûlé. Et quand ils allaient donc planter, faire des champs à cet endroit-là, là où tombaient sur des crânes, et ils ont décidé de ne plus planter là-bas, de ne plus faire de plantation ou de champs. Oui, alors, c'est bien parce qu'on en apprend toujours un peu plus avec vous, hein. Vous avez vécu cette période. Oui. C'est vrai que quand on lit les histoires, il y a des paragraphes où on résume les choses sans rentrer dans les détails. Et puis on voit l'horreur que ça a pu être à cette époque. Mais alors, je suis obligée de reposer ma question sur la responsabilité de l'UPC. Parce que là, le général Semengue, vous l'avez dit, à un moment donné, il a quand même reconnu qu'il a commis certains crimes. Il a dit, j'assume. Non, mais il a dit qu'il assumait. Il a dit dans un film. Oui, mais est-ce que l'UPC assume ses crimes? Parce qu'aujourd'hui, quel crime l'UPC a commis? Alors, l'UPC avait l'armée nationale de libération du Cameroun, la NLK. Est-ce que l'ANK n'a jamais versé de sang au nom de la LNK résistait aux colons qui les attaquaient. C'est ça. Maintenant, Semengue ne dit pas ça. Mais la réalité, et quand ils encerclent un quartier, ils le brûlent. C'est arrivé en Konsamba. Ils vont dire que c'est les UPCistes qui ont mis le feu dans un quartier. Non. Il y a peut-être eu des bavures, c'est certain. Il y a eu des traîtres qui ont été tués, qui ont été jugés et qui ont été tués. Il y en a eu en Pays Bassa. Il y a un prêtre qui s'appelait Courtecuisse qui passait son temps. On vient se confesser et il vous livre à la troupe coloniale. Et donc, ce prêtre-là, on l'a attrapé, on l'a amené, on l'a jugé. On a d'abord tué son méchant chien en l'empoisonnant et puis on l'a tué. Mais ça, c'est la lutte. Même les résistants français ont fait ça. Quand vous êtes en lutte, il peut arriver qu'il y ait des exactions. Ça peut arriver. Mais vous n'allez pas dire d'une manière générale que la puissance la plus forte, qui était par exemple pour ce qui est de la résistance française, l'occupation allemande, qui a tué et tué et tué et a envoyé pour qu'on gaze les gens, vous n'allez pas dire que les quelques bavures qu'il y a eu de la résistance française, il faut qu'ils aillent assumer des responsabilités alors que en fait, ils combattaient le colon. Alors, je refuse ça. Pas pénale, mais on parle de la vérité de l'histoire, tout simplement. Oui, parlons de la vérité de l'histoire. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des traîtres qui ont été tués. C'est vrai aussi que ces traîtres-là ont fait tuer beaucoup de gens. Beaucoup. Quand l'UPC s'est retrouvé en octobre 1990, il y a eu des récits où des personnes, on les sortait tous les matins pour aller, ils étaient en prison soi-disant avec les UPCistes et tous les matins, ils allaient raconter au poste de police de la prison de New Bell que voilà, l'autre a dit ceci hier soir, l'autre a dit ceci. Et puis en venant, on vous ramassait, on vous embarquait. Vous ne voyez plus personne. Et justement, les UPC sont très remontés par rapport à Semengue parce qu'ils ont beaucoup de récits. Ils ont des noms, ils ont des situations, ceux qui étaient dans le maquis, parce que moi j'étais au lycée, des situations où Semengue ne peut pas dire que c'est eux qui tuaient. Et les gens qu'on venait chercher dans les cellules, on les amène, on les abat. Les Mouyakan, tous ces tortionnaires-là dont les UPC ont gardé les noms. Il faut qu'on lui donne ces noms-là pour qu'il sache ce qui s'est passé.
Justement, il y a beaucoup de noms. Et les tortures à l'électricité Oui. des jeunes en 1976, Semengele était vivant. Il a bien vu ça. Que Fauchivé faisait torturer des enfants à l'électricité. On vous met en balançoire, on vous tape. Et puis quand les plaies sont sanguinolentes, on vous branche sur le courant. On vous met le courant dans les parties génitales. Comment? Il y a des femmes qui sont sorties de là-bas définitivement stériles. Parce qu'elles se sont fait électrocuter les parties On génitales. leur mettait l'électricité dans les parties génitales. Fauchivé l'a fait. Et ça, tout le monde le sait. Ceux qui étaient là vont vous dire que quand M. Namba est arrivé au sous-sol et qu'il a vu dans quel état étaient les jeunes, il a dit, mais pourquoi on les a tapés à ce point? Pourquoi? Il y en a qui sont sortis avec des maladies d'estomac et tout ça. Jusqu'en 84, je dis bien. C'est hier, hein, 84. Ouais, c'est beaucoup ouais. plus loin que Oui. la date limite qu'on nous donne. On dit que ça Oui. s'est arrêté plus tôt que ça. Mais Non, ça ne s'est pas arrêté. Déjà, quand on tue Wandie, il n'y a pratiquement plus de maquis. Wandie est malade, toutes les voies d'acheminement d'armes sont coupées. Ahidjo a développé l'Ouest en créant une classe d'hommes d'affaires de l'Ouest. Et j'attends que quelqu'un vienne raconter que c'est parce qu'il savait bien calculer que les vendeurs d'arachides sont devenus des milliardaires. Ça n'existe nulle part. C'est l'État camerounais qui a voulu créer une classe d'hommes d'affaires à côté des Grecs, des Libanais et des multinationales françaises. Et c'est comme ça que ces gens-là ont eu des crédits, parfois au ministère des Finances de Onanawana. Par exemple, pour le cas de Fosso Victor, qui était à l'époque à Mbalmayo et que son patron a mené. Et il y a des témoins, des fonctionnaires qui étaient des témoins de cette action-là. Donc la des directives. De l'époque. Les premières fortunes ont été faites avec l'État camerounais. On ne devient pas un Richard en vendant des arachides. Ça n'existe pas. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Il y a encore des témoins de l'histoire qui savent ce qui s'est passé. C'est faux de dire ça. Ces premières fortunes-là se sont faites avec quoi? Il y a eu un ministre ici de l'économie qui donnait des monopoles à ses frères de l'Ouest. C'est connu. Une fête de Noël, on va chercher des spiritueux à Printania Monoprix qui étaient des boutiques des multinationales françaises. SCOA, CFAO. Il n'y a pas. Parce que le ministre a donné l'exclusivité de l'importation des spiritueux à un cousin au quartier, chez qui il fallait aller acheter les alcools. Donc raconter des histoires du genre mon père avait l'œil ouvert, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Ça a été soit des directives, soit des ministres qui ont créé des situations où certaines classes d'hommes d'affaires, notamment ceux de l'Ouest, ont pu s'enrichir parce qu'on voulait qu'il y ait des classes d'hommes d'affaires et qu'il fallait sortir les Bamileke des maquis. Oui. Ça, oui. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a une grosse partie de l'histoire du Cameroun qui a été truquée, carrément. Elle a été truquée. Disons qu'elle n'est pas connue. Parce que, bon, quand on célèbre tout ça, on dit, ah, monsieur un tel qui est mort, ah, il a bien calculé. Non. C'est que l'État tenait telle ou telle personne en disant, voilà ce qu'on peut te donner, débrouille-toi, fais quelque chose. Puisqu'on a même su qu'un des hommes d'affaires récemment mort était le prête-nom de l'ancien président de la République. Donc il n'y a pas eu de fortune qui sont sorties de la vente des arachides et des cacahuètes. Mais pourquoi Henriette Ekwe, que ce soit au niveau de la bataille pour la libération totale du Cameroun, oui, que ce soit au niveau de la constitution des grosses fortunes de ce pays, pourquoi on a éprouvé le besoin de dire autant de mensonges sur l'histoire du Cameroun, surtout de cette période-là? On ne veut pas parler de cette histoire, parce que ceux qui étaient contre l'indépendance, c'est eux qui sont arrivés au pouvoir. Ahidjo était contre l'indépendance, mais la veille, Kosciusko Morizet lui a dit, va demander l'indépendance parce qu'on va être obligé de vous donner l'indépendance. Et c'est pour ça que le Cameroun ouvre le bal le 1er janvier 1960. Donc, c'est ceux qui étaient contre l'indépendance qui sont arrivés au pouvoir. Alors, ils ne vont pas raconter votre histoire, votre gloire. Ça ne leur sert pas. Voilà. Donc, on ne pouvait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit bien qu'on n'arrive pas à mettre cette histoire-là dans les livres d'histoire. Oui. Parce que c'est très compliqué. Très compliqué. Il y a beaucoup trop de versions. Alors, non, pas qu'il y a beaucoup trop de versions. Il y a une version qui a été occultée. Oui.
volontairement. Moi, écoutez, quand vous allez en France, pratiquement dans chaque ville, il y a des rues qui ont été données à des résistants. Chez nous, il n'y en a pas, ou très peu, très très peu. Toujours parce que ceux qui ont bénéficié des lauriers de cette lutte Ouais. n'y avaient pas participé. Donc, vous pensez que c'est peut-être un peu Bien la sûr qu'ils n'y ont honte? pas participé. Et vous C'est la voyez, honte ou la même dans mauvaise la foi, donc, revendication finalement? de la mémoire, Oui. quand vous voyez par exemple en pays Bassa, on a des noms, on a des faits, on a des charniers. Quand ça se passe à l'Ouest, on dit nous nous sommes beaucoup battus, mais on ne dira pas un seul nom d'un combattant de l'Ouest. Wandé, par exemple. Wandé ne le cite jamais. Oui. Ils disent oui, on a été martyrisé, on a souffert. Bon, dites au moins 2 noms. On ne les cite jamais. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Ça veut dire qu'au fond, on ne veut pas revendiquer tout à fait ce combat. On veut revendiquer une espèce de réparation sans jamais dire que ce combat a été mené par telle ou telle et telle personne. Parce qu'on ne veut pas le partager, ce combat, en fait. On ne veut pas dire, moi je me réclame de Wandé. Vous allez interroger Ekane Anissé, tous les matins il vous dira, moi je me réclame de Wandé. Plusieurs de nos camarades qui sont entrés dans la lutte après la mort de Wandé en 1971. Mais ceux qui revendiquent, ceux qui sont de cette région-là, qui crient partout que non, il faut c'est nous qui avons souffert. Vous leur demandez 2 noms de militants, ils ne connaissent pas. 2 événements, ils ne savent pas. Qui était Djoumessi Mathias? Comment est-ce que l'Ouest est entré dans la lutte? Parce que Oum est allé sensibiliser Djoumessi Mathias en lui disant que dans cette lutte-là pour la libération, vous allez pouvoir planter le tchankafé, c'est-à-dire l'arabica, qui était interdit aux Noirs. Et quand vous allez voir les vieux militants à l'époque à l'Ouest, ils vous diront que quand on est arrivé à l'Assemblée du Kounzé en 1949, Djoumessi Mathias, c'est l'Assemblée traditionnelle des chefs traditionnels. Et ils sont arrivés là-bas et Djoumessi leur a dit, dans ce combat-là qui est en train de se mener, nous allons pouvoir, si nous libérons notre pays, planter le tchankafé que les Blancs nous interdisent de planter. Ça veut dire qu'il y avait derrière un projet politique, il y avait un projet économique réel. Oui. Donc, quand les gens revendiquent en disant, oui, nous, on a beaucoup souffert, vous leur demandez que, bon, vous revendiquez même quel héros qui a mené ces combats-là. Ils ne vous diront pas. Donc, les gens essaient de s'approprier l'histoire juste parce En évacuant les têtes de pont. Oui. Ouais, ils vont dire, on a beaucoup souffert. Vous leur dites, Singap Martin, c'est qui? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui était Singap Martin. Est-ce que la France doit aujourd'hui déclassifier ses archives au vu de tout ce qui est dit? Il faut aller au-delà. Ce que, par exemple, les Algériens demandent, c'est qu'on leur présente des excuses. On a fait plusieurs repentirs. On s'est repenti, la France s'est repentie envers les Juifs en disant que l'État est fautif. Ça, c'est M. Chirac qui l'a dit, parce qu'il y a eu une rafle que l'État a conduite. Et au nom de l'État français, il a demandé pardon. On a demandé pardon au barreau. Le barreau a demandé pardon aux Juifs pour avoir exclu des avocats juifs qui étaient interdits de la profession d'avocat du barreau. Il y a eu beaucoup de repentis, mais quand on arrive en Afrique, ça devient autre chose. Et quand on parle de l'esclavage, on dit ah, attention, c'est eux qui vendaient les esclaves. Mais quand vous avez en face de vous une arme à feu et que vous avez une flèche, qui est le plus fort? L'arme à feu, on imagine. Bon, mais ils ont mis en exergue les grandes familles à Ouida, au Bénin, qui ont vendu les esclaves et qui se sont enrichis en disant que tous ces bateaux de négriers-là, on a été payés. Mais c'est faux. Mais bon, puisque l'histoire est raciste, hein, quand les gens disent que non, vous êtes raciste, vous êtes violent, l'histoire est très raciste. Ce qu'on admet pour les Français et même pour les Arabes, on ne peut pas l'admettre pour les nègres. Et ça, il faut combattre ça aussi. D'accord. Donc, la France doit déclassifier les archives et fait plus. Et aller au-delà. Oui, mais est-ce que les Camerounais sont prêts? Parce que vous faites des révélations et ça, ceux qui ont lutté pendant longtemps ou pendant un moment connaissent ces choses-là. Oui. Mais elles ne sont pas connues de tout le monde. Est-ce qu'en déclassifiant les archives, il ne pourrait pas avoir une espèce de fracture dans la société, finalement? Pourquoi? Parce que peut-être on découvrirait que certaines personnes ont commis des exactions qu'on aurait du mal à pardonner. Peut-être que des plaies seraient réouvertes. Justement, quand on ouvre les plaies, c'est pour aller à la réconciliation. Et le Cameroun a besoin de réconciliation.
Donc, on ne va pas... Ce que les UPCistes ont souffert, c'est inimaginable. Des gens qui ont lutté et qui deviennent des clochards dans un pays parce qu'ils étaient dans le maquis, c'est du jamais vu pour la libération de leur pays. Ce que le Cameroun a vécu, très peu de pays l'ont vécu. Parce que tous ceux qui se battaient pour l'indépendance sont arrivés au pouvoir. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on a interdit à l'UPC d'arriver au pouvoir en invoquant le communisme, n'importe quoi. Quand vous vous battez, celui qui vous tend la main, c'est avec lui que vous cheminez. Mandela a été communiste parce que le Parti communiste soviétique a aidé les militants de l'ANC. Donc, quand les premiers dirigeants vont se soigner en Union soviétique, on ne va pas dire qu'ils ont mal fait parce qu'ils sont devenus communistes. Où était l'Occident? Où était l'Occident? Il n'y a pas longtemps qu'on a dit que Mandela n'était pas terroriste, il était déjà aux affaires. Et l'autre question, c'est que valent les archives de la France? Parce que la France, certes, a ses archives, mais il reste quand même que l'histoire s'est passée au Cameroun et que le Cameroun a ses propres archives. Le Cameroun a ses archives. Oui. La France a beaucoup d'archives coloniales. Pour les avoir consultées, vous allez voir dans les archives françaises des réunions. Telle réunion a lieu dans tel coin de Nouvelle. Tel commissaire est allé attraper des gens. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le carrefour Anatole. Ce monsieur s'appelait Anatole Kameni. Il était un grand photographe. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'était un grand upéciste. Et que beaucoup de ses photos sont dans les archives françaises à Aix-en-Provence. Parce que chaque fois qu'il y avait une réunion à Nouvelle, il allait faisait les photos. Il y avait des commissions féminines, des comités féminins du RDA, Rassemblement démocratique africain. C'est lui qui faisait les photos. Donc, quand on raflait chez lui, on prenait toutes les photos, les Wandier, jeunes instituteurs, tout ça. C'est là-bas. C'est là-bas, à Aix-en-Provence, en fait, les archives de la colonisation, oui. Oui. D'accord, donc il faut ouvrir celle de la France, mais celle du Cameroun aussi. Toutes. D'accord. Et maintenant, il y a la question de l'indemnisation qui commence à se poser. Il y a des gens qui, à travers cette allocution de François Hollande, qui d'ailleurs a dit des choses, mais il n'est pas encore passé aux actes. Il n'a pas tout dit. Il n'a pas dit que c'était avant. Parce que, mais comment il peut raconter que c'est après? Ce n'est pas après. Peut-être qu'il ne sait pas non plus. Peut-être qu'il n'a pas pris la peine de se renseigner. Je vais vous donner un exemple. Il y a des maquisards. Il y a une dame, Marie Tchad. Elle était une grande militante de l'UPC. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette femme, et il y avait une escouade de jeunes femmes, très belles, très coquettes, comme vous, Dora, qui traversaient les barrages des militaires. On avait fait venir des Tchadiens, des Centrafricains, qui ne parlaient pas un mot d'une langue camerounaise. Ils étaient violents. C'était pour mater les Camerounais. Alors, cette femme-là passait avec l'argent, elle allait acheter les armes. Elle a donné rendez-vous à 2 militants en 58 pour leur donner de l'argent au rond-point d'Aïdo pour aller acheter les armes. Et elle est chez son frère à Nouvelle à 3 heures du matin, parce que les UP6 dorment très peu la nuit. C'est la nuit qu'on encercle les maisons. À 3 heures du matin, elle est déjà réveillée, elle sent des pas. Elle sent que la maison est déjà encerclée. On frappe, elle ouvre, on l'arrête, on l'amène au rond-point. On lui dit, vous connaissez ces 2 messieurs-là? Marie dit que non, je ne les connais pas. Non, 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 on frappe. Bref, elle dit qu'elle ne connaît pas. De toute façon, on vous embarque. Pendant 15 jours, elle a bu son pipi, ses urines, balançoire, urine et tout ça. Et un jour, on vient l'exfiltrer parce que le jeune greffier veut la voir. Et tout. Il dit aux gendarmes de sortir. Il lui dit, voilà, le parti a envoyé des directives. Je vais te laisser une petite liberté provisoire. Tu vas aller sous le pont du Vouri. Tu vas faire comme ça. Une pirogue va te prendre. Bref, elle se retrouve au Nigeria. Du Nigeria, elle va au Ghana. Et du Ghana, elle va en Chine se soigner. Voilà. Donc une des histoires. Oui, une des histoires. C'est bien qu'on ait ces Donc c'était des femmes. Peau. Les femmes ont fait beaucoup de choses. Il y avait une femme intrépide qu'on appelait Ngomangele. Et vous-même? Vous citez beaucoup de femmes. Elles étaient au maquis. C'est vrai que vous n'étiez pas dans le maquis. Vous étiez plus dans l'intelligentsia, mais durant les années de Braise, oui.
Vous avez fait beaucoup de choses. Oui. Et même durant la clandestinité, Beaucoup. vous étiez quand même l'une des têtes de proue de Oui, l'UPC j'étais une ici à Douala. dirigeante, oui. Voilà. C'était quoi exactement votre rôle? Alors, j'ai un rôle très difficile parce que le rôle d'une permanente, normalement, on doit vous donner de quoi avoir une couverture. Bon, et puis il s'est passé des choses dans le parti et je me suis retrouvée pratiquement nue, sans rien. Et je devais faire des missions. Par exemple, je partais de chez moi à minuit, je prenais le car pour me retrouver à Son Loulou, rencontrer des anciens. Comme je pouvais prendre le car, aller dans un village au sud, aller dans un village à l'ouest, Toute jusqu'à seule? Baminda. Ah ben toute seule, bien sûr. Dans la nuit? Ben, oui, Noir. Vous n'aviez jamais peur? on a peur, mais la foi dans la lutte est plus forte que tout. Moi, il m'est arrivé de marcher dans une forêt. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que les oiseaux de nuit et tout ça. Ouais. En plus, je suis très myope. Donc, je pouvais me trouver face à un éléphant sans savoir que c'est un éléphant qui fonce vers moi. Bon, pour dire quoi? Pour dire qu'on prend quand même des précautions pour vivre. On est ensemble. Il y avait Anissé Kane, Ndema, il y avait d'autres. Boum Jean-Pierre, Basile Lucas, tout ce monde-là. Ils ont fait d'ailleurs tous la prison. On a eu beaucoup de vagues d'arrestations. Ndema, c'était en 85. Et puis, la dernière vague, c'était Ekane et moi, et puis le multipartisme. À chaque fois, on était au front. Alors, ce qui est important dans une lutte comme la nôtre, c'est qu'il faut se former et physiquement et surtout intellectuellement. Intellectuellement, ça ne veut pas dire que, bon, vous lisez Karl Marx ou je ne sais quel auteur et c'est tout. Vous lisez tout. Vous lisez l'histoire des mouvements de libération en Afrique, ailleurs, au Vietnam, comment la guerre s'est passée là-bas depuis l'Indochine et puis la guerre contre les États-Unis. Vous êtes obligé de connaître l'histoire de Mao, toutes ces histoires-là. Pourquoi? Parce que ces histoires nourrissent votre lutte. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes... Et puis vous devez connaître l'histoire de votre pays sur le bout des doigts. C'est important. Vous ne pouvez pas venir... vous n'allez pas inventer un peuple pour faire la révolution. Vous faites la révolution avec le peuple qui est devant vous. Donc il faut le connaître. Il faut pouvoir communiquer avec ce peuple. Donc, même si vous avez une connaissance encyclopédique, je peux vous dire des choses qui sont des choses très politiques, mais en des mots très simples. Parce que c'est mon devoir de communiquer avec les masses, comme on dit, c'est-à-dire le peuple. Oui. Est-ce que vous avez été agressé une fois comme ça, dans la nuit, en allant effectuer vos diverses missions? Il vous arrive quand même d'être agressé, pas par les autorités, hein, par d'autres personnes? C'est possible, oui. Vous pouvez arriver dans un lieu hostile. C'est arrivé. Il m'est arrivé une fois, j'étais dans le sud, chez un monsieur qui était très imprudent. Je crois qu'il a disparu, monsieur Onomimbo. Donc on était son village, Biboulmam, c'est un petit village. Et je suis allée chez lui pour travailler. Et lui, il était tellement content qu'il a raconté à tout le village que voilà, on a envoyé une femme du parti et tout. Bon, mais comme il ne connaissait pas mon nom vrai, tout le monde a dit, bon, Nyangon, et comme je parle couramment la langue, personne ne pouvait imaginer que j'étais une Douala, une côtière, disons. Et quand on l'arrête, d'ailleurs, ça donne lieu à tout un coup de filet. Il dit, mais oui, Nyangon, vraiment, cette fille, je l'ai beaucoup aimée, elle était bien, elle était vaillante. Mais c'est qui? On n'a pas trouvé. Et ça m'a préservé de l'arrestation d'Ndema. D'accord. Alors, vous donnez naissance à une fille, parce que là, on va s'intéresser un tout petit peu, pas à la militante, mais à la femme aussi. Vous donnez naissance à une fille le 24 décembre 1987. Vous êtes informé, oui. Oui, j'ai pris la peine de m'informer. Ce que je veux savoir d'abord, avant de parler de la naissance de l'enfant, de comment vous avez géré après, c'est comment est-ce qu'on réussit à entretenir une vie amoureuse durant cette période-là, avec ce combat, on se cache tout le temps. Est-ce qu'il faut absolument que le monsieur soit du mouvement ou est-ce que Bon, quelqu'un... ça c'est une grande difficulté dans les mouvements clandestins. Parce qu'on on se méfie de tout le monde. Et donc, il vaut mieux trouver l'amour dans le parti.
Et si vous ne le trouvez pas, ben, vous continuez la route parce qu'il faut bien continuer le combat. Bon, ce qu'il y a quand même, c'est que beaucoup de nos camarades femmes étaient mariées aussi à des camarades. Mais celles qui étaient les plus disponibles restaient quand même les femmes célibataires. Celles qui pouvaient bouger facilement. Et ces femmes célibataires ont pris de l'avance sur les femmes qui étaient mariées, qui ont eu la même formation. Oui. Politique, physique, tout que nous. Mais moins de disponibilité. Oui, parce que, bon, en plus au Cameroun, c'est difficile. À l'étranger, ça aurait pu être bien. Mais ici, vous avez quand même une vie sociale. On s'attend à ce qu'à un baptême dans la famille, vous soyez là, que vous fassiez bonne figure. Votre mari ne peut pas arriver au baptême et dire que non, ma femme avait une mission à faire, je ne sais pas, à Kousséri. Ce n'est pas possible, ça ne passe pas. Ou ça passe une fois, pas deux. Donc, celles qui étaient disponibles, pour lesquelles personne ne se posait de questions, elles sont libres, donc elles peuvent, on dit, bon, Henriette, est-ce que tu peux aller à Kousséri demain? Oui, je vais à Kousséri. Est-ce que tu peux aller en Ngaoundéré? Je vais en Ngaoundéré. Est-ce que tu vas pas aller à Tibati? Et tout ça. Et ça m'a fait connaître le pays. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, et là justement j'insiste pour qu'on parle un peu de la femme, parce que oui. on parle très peu de la femme, Henriette Ekoué, vraiment, quand on lit son vos la femme est biographies. une femme normale. Hein? Oui, tout à fait, justement, ce que je veux savoir, c'est... Il peut m'arriver de tomber amoureuse quand même, je suis une Justement, femme. déjà savoir, est-ce qu'à cette époque, il y a quelqu'un que vous avez aimé, qui n'était pas du mouvement, et puis vous vous êtes dit, peut-être que je pourrais arrêter, parce que l'amour me donne envie non, de rêver un la peu. lutte a pris toute notre vie. Oui. Les week-ends, on était en séminaire. Les semaines, le soir, après le travail, on était en réunion. Donc, il fallait quelqu'un qui accepte de ne pas vous voir. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que, bon, la personne ne vous voit pas, mais vous êtes avec d'autres hommes, constamment. Mes camarades et moi, on est comme des frères et sœurs. On peut dormir sur le même lit. Oui. Voyez? Donc, on était asexués un peu. Mais bon, il nous arrivait aussi de tomber amoureuses. Hein. On n'avait pas une pierre à la place du cœur, oui. On a eu aussi des déceptions, on a eu des joies, on a eu des peines. Mais on les assumait, les peines aussi. D'accord. Et donc, quand vous tombez enceinte déjà, est-ce que le père de votre fille, il est dans le mouvement avec vous ou pas? À l'époque. Ça, c'est personnel. Mais il n'est pas dans le mouvement. D'accord. C'était pas possible dans le mouvement. Ok. On a trop de choses à faire et on n'a pas le temps de se compter fleurette. On n'a pas le temps. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas cette peur quand vous vous retrouvez enceinte avec le combat, les déplacements à répétition? Est-ce qu'il n'y a pas ce stress-là prénatal de vous dire est-ce que je serai à la hauteur avec les attentes en tant que mère et puis mes obligations actuelles? J'ai été quand même protégée dans ma famille. J'ai eu ma petite sœur qui a été fantastique, qui est partie. Elle est morte. J'ai eu mes frères et sœurs qui n'appréciaient pas la vie que je menais, mais qui, lorsque je suis tombée enceinte, étaient tout autour de moi. Ça, je remercie ma famille, mon père. Il venait me voir tout le temps. Bon, il est venu me sortir de la maternité. Bon, c'était un peu... Ça leur faisait aussi plaisir, hein, quand on voit oui, votre oui, combat. donc ma famille s'est mobilisée. Et mes camarades aussi. Parce que mes camarades savaient que j'étais seule à porter l'enfant et je serais seule à l'élever. Oui. Donc, ma famille d'abord, ensuite mes camarades, oui. D'accord. Oui. Et quand l'enfant est venu, que vous avez pris cet être très fragile dans vos bras, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce qu'il y a eu un petit moment où vous avez douté un peu de continuer le combat? Non, ma fille m'a métamorphosée quand même. Hein. Parce que aussi, je ne voulais pas faire d'enfants. Parce que chez nous, dans le parti, on se disait tous les enfants camerounais sont mes enfants. Oui. Mais quand vous arrivez dans la réalité camerounaise, que vous grondez un enfant et que sa mère dit tu n'as qu'à aller sur une table de maternité, toi aussi qu'on voit. Tu dis ah bon? Je n'ai pas de problème pour faire un enfant, donc je vais faire mon enfant. Oui. Parce que les femmes, même dans la famille, même des nièces, elles vous refusent une forme d'autorité, même morale, sur leur enfant. Surtout quand vous n'en avez pas. Surtout quand vous n'en avez pas. Vous leur donnez un conseil, elles prennent ça mal. Je me suis dit, bon, pourquoi tu te fatigues? Même si tu considères que tous les enfants sont les tiens, fais quand même le tien.
Et c'est comme ça que j'ai eu D'accord. ma fille. Et donc, vous disiez qu'elle vous a métamorphosé votre fille Oui, sur beaucoup. le plan de la psychologie, d'être, oui, de votre combat, de vos objectifs. Qu'est-ce qu'elle a changé avec son Ben, arrivée? elle a changé que j'étais un peu à l'écoute de... Bon, mais elle sentait aussi que bon, pendant les villes mortes, elle a eu beaucoup de choses. Hmm, Par exemple, nous sommes dans la cour et un hélicoptère veut descendre oui. pour m'arrêter. Et comme il y a beaucoup d'arbres dans la cour, ils sont fâchés, mais ils balancent des bombes lacrymogènes. Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait 3 ans, Waouh. 4 ans. On balance des bombes lacrymogènes pendant les villes mortes. Hmm. Donc, elle sentait aussi ma nervosité. Ça a été dur, mais bon. Oui. Et en 90, vous êtes arrêté. C'est-à-dire 3 ans après Oui, sa naissance, oui, vous êtes arrêté et vous êtes torturé. Alors, oui. on va parler de la torture, mais quand vous êtes derrière les barreaux, une maman, Il faut vous... qu'on parle de la politique aussi un peu, hein. Oui, on a Il y parlé a de des gens qui meurent dans les hôpitaux de cancer. On a parlé de politique, on va en venir. Ouais, On ouais, vous a ouais, devant ouais, nous, donc il faut ouais. qu'on en apprenne un peu plus sur vous. Vous êtes une Voilà. icône, Henriette Oui, Ekwe. On allez-y. va en profiter. Donc, là, derrière les barreaux, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que j'imagine qu'elle a peur de plus jamais ressortir une fois qu'on est arrêté. Vous aviez la conviction qu'on vous relâcherait ensuite. On n'est jamais seul, hein, même quand on est en prison. Mhm. D'abord, j'étais avec Ekane qui était un fou, je peux le dire. Oui. Il prenait des risques énormes comme prisonnier. Et il y avait Black, Yondo Black, il faut que je le salue parce que c'était un monsieur très, très protecteur vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous, qui étions ses cadets. Et il y a le parti qui est dehors. On reçoit des messages, on en envoie aussi. On est... On ne finit... Le combat continue, même en prison. Je vais vous dire par exemple, mes camarades qui ont été à Tchouliré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les enfants de leur geôlier, ils leur ont dit, vous n'allez pas garder les bœufs, mais vous irez à l'école. Et comme c'était tous des intellectuels, ils ont commencé à leur faire des cours. Et il y en a qui sont sortis de Polytechnique parce qu'ils ont conscientisé les geôliers de Tchouliré pour leur dire, ce n'est pas une vie, la vie que vous menez, on vous demande de nous torturer, bon, mais amenez-nous vos enfants, on va les former. C'est le travail d'un militant révolutionnaire, toujours former les gens. Donc, pendant que vous êtes en prison, la lutte continue. Vous devenez instituteur carrément en prison. Il m'est arrivé une fois d'être en cavale, d'être dans un village, dans les années, quand on a arrêté l'Indéma. Oui. Et là, j'ai créé une école pour que les paysannes puissent me laisser leurs enfants en allant au champ. Et quand ils sont sortis, je suis rentrée, je suis restée 1 année et demie. On m'a donné des enfants à ramener, mais je n'avais pas une bonne situation. Sinon, Oui. j'aurais eu des enfants qu'on m'a donné cadeau à l'époque. Je n'avais pas encore ma fille. Carrément. Alors, c'est ça qu'il y a de particulier chez vous. Je ne le dis pas parce que vous êtes en face, mais vous avez mené ce combat politique, ce qu'on appelle souvent des vies d'hommes. Et pourtant, vous êtes restée très féminine dans la manière de parler, dans la manière de considérer les gens avec l'humilité. C'est comment vous avez réussi à concilier tout ça avec pratiquement un homme, vous disiez tout à l'heure, un peu asexué et tout en restant femme. Comment vous avez réussi à faire ça? On a quand même été formés pour prendre le pouvoir. On a été formés pour gérer le pouvoir dans l'intérêt de notre peuple. Et donc, dans la conquête du pouvoir, nous ne sommes pas impitoyables. Mais on regarde les circonstances, on pèse le rapport des forces. Mais si ça arrive, nous le prendrons et nous gérerons le pays différemment de ce qui a été fait jusqu'ici. Oui. Où les malades de cancer payent 350 000 de chimio tous les 15 jours. Donc, nous sommes dans un pays qui a des potentialités et ça nous rend d'autant plus déterminés à ce que les choses changent. Nous avons rédigé, par exemple, la plateforme de l'Union pour le changement lorsqu'on a choisi Frundi comme candidat. Nous savions que cette plateforme allait fédérer tous les partis de l'opposition. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, nous avons... les UPCistes ne renoncent jamais. Il y a des valeurs UPCistes qui vont au-delà du sigle, parce qu'un UPCiste vrai ne va pas faire ce que Kodoka fait. Et
ces valeurs-là de patriotisme, d'engagement pour notre peuple, ça nous durcit. Mais évidemment, quand je suis dans la situation de femme, je suis une femme. Oui. Bon, je mets un collier, C'est fait la part des choses. je mets un tailleur. Oui, comme ce soir d'ailleurs. Voilà, mais quand il faut parler de notre pouvoir, de notre pays, là je suis... non, je suis impitoyable. Alors, on va parler de l'UPC dans un instant, l'UPC après, hein, c'est-à-dire Kodok qui va devenir très proche du pouvoir en place que vous avez longtemps combattu, et de vous au Manidem. Mais avant, peut-être finir d'abord avec ce que vous avez subi comme torture. On aimerait bien savoir. On a lu partout que quand vous avez été arrêté, il y a eu des tortures. C'était quoi exactement, ces tortures? Ben, quand je suis arrivée, d'abord on est formé contre la torture. On a été formé pour ne pas parler. Parce que quand vous parlez, vous pouvez livrer tout un bataillon. Oui. Donc, on peut me taper. Quand je pense que c'est mon parti qui est en danger, je ne parle pas. Et donc, ça a énervé le commissaire Bachanji qui m'a attrapé, il m'a jeté à terre et il a passé le temps à me donner des coups de pied dans les côtes. Oui. Et parfois, il sautait sur moi. Carrément. Carrément. Quand il m'a bien torturé, il a fait venir Anissé. Anissé, il lui avait mis les doigts dans le nez et le sang coulait. Oh là là. Donc Anissé avait un t-shirt totalement mouillé de sang. On l'avait déjà bien torturé. Et on l'a amené pour faire une confrontation. Mais je ne dirais pas ce qu'on fait, mais nous savons quand il y a une confrontation pour confondre le policier, pas nous. Donc, il était perdu et il a redoublé de violence. Bon, après ça, on vous met dans une cellule disciplinaire où il y a tout. Il y a des rats, il y a des cancrelats, il y a des margouillas, il y a des lézards. Tout le monde grimpe sur vous. Et j'étais nue, comme je suis née dans cette cellule. Et ce sont des jeunes gens qui sont chargés de torturer les femmes. Et donc, ces jeunes gens sont entrés. Bon, j'avais toute mon anatomie dehors. Ils ont critiqué, ils ont raillé, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Et l'énervement venait du fait que j'étais une femme, j'avais 40 ans, et je ne me suis pas engagée parce que je suivais un amoureux. Je me suis engagée parce que moi-même, j'avais des convictions. Alors, une femme qui a des convictions, c'est Satan. C'est pas possible. Il faut qu'on sorte Satan de mon corps. Donc, on devient très méchant. Et donc, ces jeunes gens sont venus, en fait, pour me violer. Dans la cellule où j'étais, ils ont ouvert la porte. Ils savaient que j'étais nue parce qu'il faisait horriblement chaud dans cette cellule disciplinaire-là. Et Kane aussi a été là-bas. Et ils ont commencé à se mettre à poil. Bon. J'ai dit, bon, ça, maintenant, alors, et quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Je leur ai dit que j'ai le sida. Et que, étant donné que j'ai le sida, ils risquaient gros en me violant. Là. Et ils étaient boulous, ils ne savaient pas que je comprenais leur langue. On m'avait tapé, on m'avait tout fait. Je n'avais pas encore... Il y avait des inspecteurs boulous qui tournaient autour de moi. Aucun ne savait que je parlais leur langue. Mais les tortionnaires, c'était des boulots très méchants. Parce qu'on veut prendre le pouvoir de leur papa, parce que ceci... Donc, ils m'ont insulté dans toutes les langues, en français, en boulot. Ils ont commencé à dire ce qu'ils vont faire. Et je comprenais. Et je leur ai dit, bon, allez-y, mais moi, je suis... J'ai le sida et vous risquez gros. Un me pose la question, c'est quoi le sida? Je dis, la maladie qui tue. Elle n'a pas de médicament, elle n'a pas de remède. Ah, tu as attrapé ça comment? Je dis, mais avec mes camarades. Et je me couche. Je dis, donc j'attends. Eh ben, ils ont fui. Carrément. Ils se sont dit, si la maman s'y dit ça, c'est qu'elle sait qu'on va mourir. Bon, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé un peu. Je vois beaucoup de... On ne peut pas voir ça à la maison, mais moi qui suis en face de vous,
Pendant que vous évoquiez ça, j'ai vu qu'il y a un peu de tristesse dans le regard et des larmes qui sont remontées. On va très vite quitter, ça a été horrible. Et même si c'est pas nous qui vous aurez fait Ça a subir été tout horrible, ça. mais ce qui a été le plus difficile pour moi Hum, dans la clandestinité, c'est mes amis oui. qui... les amis vous abandonnent bêtement, ils ne viennent plus, ou bon... alors que j'étais toujours à la tête d'une bande quand j'étais jeune. Mhm, Toujours, j'étais toujours dans une bande, on allait danser et tout et tout. mhm. Ça a été un peu... C'était décevant. Mais je me suis formé une autre vie avec d'autres personnes et au fond... Bon, ils comprenaient pas en fait ce que oui, vous maintenant, quand faisiez. ils veulent revenir après, je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même. Maintenant, j'ai des amis qui ont votre âge. Hum, Je les appelle mes filles parce oui. qu'en fait, elles viennent chercher des conseils et tout. Mais on a quelque chose de commun que je n'ai plus avec... Ceux qui, à une époque, vous ont lâché. voilà, donc c'est ça. C'est un peu tristounet, mais c'est comme ça. Il m'est arrivé d'aller dans un deuil. L'amie pour laquelle je suis venue au deuil, parce que la maman, j'ai mangé sa nourriture, elle me salue à peine parce qu'elle a une grosse voiture et que je viens à pied et que ceci. Alors que quand on était jeune, elle me courait après parce que j'étais bien, parce que... Bon, alors quand c'est comme ça, je reste au deuil pour la maman qui est morte, mais Mhm. après, je ne reviens pas. Et dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se disent quand ils vous regardent, oh, on sait comment on considère les femmes, hein, on pense qu'il faut absolument qu'elles soient mariées, qu'elles aient des enfants et tout ça. Est-ce qu'il n'y en a pas qui se disent, quelque part, Henriette, et quoi, elle a peut-être raté sa vie dans la famille? Mais pas dans la famille, partout. Il y a des gens qui vous disent, ah, tu as raté ta vie. Hmm, Mais bon, c'est vrai, je ne me suis pas mariée. C'est vrai que mes rêves de jeune fille n'étaient pas de finir célibataire. oui. Mais bon, c'est le cours de la vie. Hmm, Quand vous êtes une jeune fille, vous êtes forcément courtisée, hein. mhm, Bon, maintenant, vous pouvez faire de mauvais choix. Là où vous vous envoyez les yeux là-bas, que celui-là me plairait bien, un autre est en train de pleurer là. Et mhm. vous ne voyez pas celui qui pleure. Tout à Bon, fait. donc des occasions ratées, et puis voilà, là j'arrive, et puis il faut toujours assumer, je ne dirais pas que c'est mon destin, je ne suis pas Fataliste? fataliste, non, je ne suis Oui. pas fataliste, mais je me dis que bon, euh, un jour mon père qui a 104 ans m'a dit que, ah ma fille, je suis persuadée que si tu t'étais mariée, tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait pour ton pays. Mhm. Parce que c'est vrai, il faut s'occuper du mari, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la famille. Vous n'avez pas tellement le temps d'aller rêver de libérer un pays. C'est pas Oui. possible. Ok, alors en 91, lorsque s'installe le multipartisme, il y a que l'UPC devient plusieurs partis. Et il y a une UPC, celle de Kodok, que vous n'aimez pas beaucoup au Manidem, qui vous trahit. Pourquoi vous considérez que c'est une trahison, le choix qu'a fait M. Augustin Frédéric Kodok? Bah, parce que si c'est un UPCiste, quand on entre dans un gouvernement, il y a une plateforme politique. On n'entre pas dans un gouvernement pour être derrière une grosse 4x4, non. On entre au gouvernement en disant, voilà, vous, M. Biya et votre RDPC, voilà ce que vous faites pour le pays, Mm. voilà ce que nous, UPCistes, on veut faire en plus. C'est ça la plateforme. Or, si vous entrez pour le plaisir d'avoir un portefeuille, c'est que vous n'êtes pas un UPCiste. C'est pas possible. Mm. C'est Tout pas possible. simplement. La preuve, c'est que tu quittes le pouvoir, tu quittes le gouvernement ou tu meurs et rien n'a changé dans le pays. Dans le sens des idéaux de ton parti, ça veut dire que tu n'étais plus porteur des valeurs de l'UPC. À ce moment-là, d'autres personnes même les portent mieux que vous. Et c'est ça la différence alors. D'accord. Je propose qu'on prenne très rapidement ce très court extrait de l'honorable Bapol-Ipote qui a succédé à une époque à Augustin Frédéric Kodok au secrétariat général de l'UPC, proche du pouvoir, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on prend ce petit extrait et on revient sur le plateau pour discuter. Ces derniers ont combattu Augustin Frédéric Kodok alors qu'il était dans le cadre institutionnel. Nous avons gagné les élections, nous avons été élus comme secrétaire général. L'UPC aujourd'hui est républicaine et responsable devant le peuple camerounais. Alors, merci pour ce bref extrait. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que, quelque part, en dépit de ce ralliement avec le parti au pouvoir, ils font pas carrément le travail parce qu'on sait qu'ils ont eu à faire des propositions qui, des fois, ont été adoptées par le pouvoir en place? Bah, Paul n'est pas UPCiste. Il ne faut pas qu'il vienne raconter des histoires, je le connais bien. Mm. À l'époque, il était dans le parti de Yondo Marcel.
Donc, il vient dire, il ne comprenait même pas de quoi il était question dans les batailles de l'UPC. Ouais. Il s'agit de quoi? Il s'agit des valeurs que l'UPC porte, de patriotisme, de panafricanisme, de servir les intérêts de la nation et les intérêts de notre peuple. Et il y a une phrase dans le programme initial, élever le standard de vie des populations. Est-ce que ça a changé? Non. Mais est-ce qu'ils n'influencent pas plus je veux dire, est-ce qu'ils influencent? l'honorable Apolipone, mais est-ce que l'UPC n'influence pas plus en étant, par exemple, au Parlement maintenant, ou en étant proche du pouvoir? Le fait qu'il y ait ce dialogue. Ils font quoi au Parlement? Le SIF est plus combatif au Parlement que les UPCistes qui y sont. Ils font quoi au Parlement? Je n'ai jamais entendu qu'ils ont même opposé une loi pour améliorer le sort des Camerounais. Ils font quoi là-bas? Donc, non, les luttes politiques, c'est vrai qu'on évalue le rapport de force. L'opposition était très forte. Elle était conduite par l'UPC, qu'on ne nous raconte pas d'histoire. C'est l'UPC qui a fait la plateforme de la coordination de l'opposition avec Yondo Black à Paris. C'est l'UPC avec Yondo Black qui sont allés déposer cette plateforme à la présidence en octobre 90. C'est l'UPC qui a fait la plateforme de l'Union pour le changement qui a porté Frundi à l'élection présidentielle. Donc, nous tenions l'opposition. Simplement, le pouvoir était très malin parce que les Kodok, les Dika, sont les membres fondateurs du RDPC à Bamenda. Donc, quand on les prend, on leur donne la légitimité de l'UPC, qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils sont d'abord passés par le RDPC. Mais, attendez, un camarade du vieux qui a fait 20 ans en prison est allé voir Kodok, directeur général d'Akamoun Airlines. Il l'a jeté dehors. Ce monsieur est mort. Il aurait pu témoigner, Koundé Richard. Donc, je dis que l'UPC a des valeurs. Et ces valeurs sont intangibles. Et ces valeurs-là sont portées par d'autres aujourd'hui. Le Manidem, par exemple? Par le Manidem, par Ndema, l'UPC des fidèles. Et ces valeurs ne sont pas chez Bapoli Pot, qui ne comprend rien à l'UPC. Quand Bapol vient raconter que ouais, ce ne sont pas des UPC qui se sont opposés à Kodok, il ne s'agit pas d'un homme en politique. Il s'agit d'un programme. Il s'agit de conviction. Il s'agit des valeurs de l'UPC. Kodok ne les défendait pas. Pourquoi? Kodok et moi, on s'est retrouvés une fois à une réunion de la coordination. En juillet 1991, c'est l'UDC qui recevait le docteur Tanye Mathieu. Il était du parti de Ndamdjoya. Et moi je suis arrivée parce que le parti recevait Ndo Michel qui rentrait d'exil. Je conduisais la délégation. À un moment, Kodok me demande qu'on aille manger ensemble. Il dit à ses lieutenants de venir me chercher. Il y avait Sopo, il y avait Penda, ces deux lieutenants. On mange. Kodok me dit, camarade Henriette, j'ai beaucoup de problèmes, comme tu vois là. Ne me juge pas. Parce qu'on a fait un rapport sur ma gestion de la Cameroun Airlines par l'IGERIA, l'inspection générale de l'administration. Et ce rapport dit quoi? Le rapport dit que j'ai mal géré la Cameroun Airlines. Et régulièrement, j'ai eu des épées de Damoclès sur la tête. Quand je bouge, on me sort le rapport. Si ces lieutenants-là sont honnêtes, c'était le 27 juillet 1991, c'était à Bafoussam. Un homme qui est tenu comme ça. Deuxièmement, comment Kodok est arrivé à l'UPC? Nous tenions des réunions tous les jours au château avec Dika. Et un jour, novembre 90, on a déjà fait notre plateforme, le retour des UPCistes à la légalité. Arrive un monsieur Kodok. Il nous raconte comment les pieds, il a été enchaîné, tout ça. Bref, je demande à Dika que depuis qu'on se réunit ici, Kodok n'est jamais venu. Dika me dit, oui, il fallait que je trouve un grand bassa. Je lui dis, mais il y a les Wonyu, les Otopondi, pourquoi tu vas chercher Kodok qui a montré une indifférence totale à nos rencontres? Et Dika va me dire un jour qu'il est peut-être forcé, je ne sais pas, mais que je laisse tomber l'affaire de Kodok. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le projet du gouvernement du RDPC, c'était de fragmenter l'opposition. Pourquoi? Parce que quand le président Biya est arrivé à Paris,
On lui dit, mais est-ce que vous allez faire le multipartisme parce que l'autre était un peu dictateur? Qu'est-ce que le président Biya dit? Il dit, il y a 250 partis. Si je fais le multipartisme, vous vous rendez compte? Bon. Maintenant, le parti, l'UPC légal, hein, est tenu par un Sawa, Dika Kwanya Bonambela, qui fédère un peu tout le monde. Or, ils vont à un congrès. Le congrès est ouvert en Konsamba, en Konsamba, par le préfet du Mungo. Le lieu est encerclé plus ou moins. On sort de là qu'on dépose Dika, on lui dit d'être président d'honneur, Kodok devient le patron. Ce Kodok qui est sous une épée de Damoclès. Et à partir de là, on va pousser l'UPC en pays Bassa. Ce ne sera plus le grand parti que nous on a connu qui a dirigé les villes mortes. Ce sera maintenant le parti des Bassa. Pratiquement quelques semaines après, la présidence demande à Bello Bouba Maïgari de convoquer un congrès. Il dit que oui, si les 3 quarts du comité central sont d'accord, on convoque un congrès. On convoque un congrès à Garoua. Arrivé à Garoua, on dépose Ebois Samuel. L'UNDP doit devenir un parti des Gandoura. Tout cela, c'était parce que ces 2 partis-là ont porté les villes mortes. À l'époque, le SIF n'était pas fort. En tout cas, à Douala, ici, l'UNDP et l'UPC. L'UPC, alors, c'était grave. Donc, il fallait fragmenter l'opposition. Après, on va dire que, bon, l'UDC, c'est chez les Bamoun. Bon, le SIF qui était un peu partout, un jour, on a décidé que non, même en pays Bamileke, vous ne serez plus remonté vers le nord-ouest. Donc, c'est des stratégies politiques qui ont été mises en œuvre. Et est-ce que ça marche? Bapor ne sait rien. Est-ce que ça marche? De tout ça. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont réussi, pas seulement à diviser, mais vraiment à fragiliser considérablement le parti? Aujourd'hui, on a peut-être cette UPC qui a pactisé avec le pouvoir, mais on a aussi l'UPC des fidèles, qu'on ne voit pas trop, et on a le Manidem. Donc, est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont fragmenté l'UPC, ils ont donné la légalité à l'UPC qui leur était proche. Parce qu'un membre fondateur du RDPC, Kodok s'en réclamait, et Dika quoi aussi, qu'ils étaient les membres fondateurs du RDPC. Bon, quand ils deviennent donc des UPCistes, ils sont très proches du RDPC. C'est normal. Et donc, quand nous, qui avons lutté dans la clandestinité, qui avons eu des vagues d'arrestations, nous sommes contents parce que c'est après notre emprisonnement, à Ikane et à moi, être passés devant le tribunal militaire. Et puis les circonstances historiques, il y a ouverture. Mais il ne fallait pas qu'on ait cette légitimité-là, d'avoir poursuivi le combat. Il fallait donner ça au RDPC. Pourquoi vous êtes allé dans le Manidem? Il y a eu des... Oui, vous êtes aujourd'hui dans le Manidem. Et pourtant, il y a des PC fidèles. Je n'y suis pas, mais bon, j'ai été membre du Manidem, c'est vrai. Ah d'accord, vous êtes tellement proche qu'on finit par croire souvent que vous êtes du Manidem. Je suis très proche du Manidem, c'est mes camarades aussi. Oui. Comme l'UPC des fidèles. Donc vous êtes je suis plus dans la société civile. D'accord. Mais, je dis que les 2 partis-là sont ceux qui sont porteurs des valeurs de l'UPC. Et pourquoi vous êtes plus dans la société civile aujourd'hui? Pourquoi vous avez mis une petite distance, au moins pour ce qui est de l'engagement politique? Pourquoi vous êtes défait de cet engagement au sein de ces partis pour vous retrouver aujourd'hui dans la société civile? Pour l'instant, les partis dont vous parlez n'ont pas besoin de moi. Mais ce sont des partis qui me sont très chers. Oui. Ils me sont très chers parce qu'on a partagé les mêmes sacrifices, les mêmes douleurs. Et donc, je ne peux pas laisser tomber ces partis-là, ces 2 partis-là. Ils sont tous les 2 porteurs des valeurs de l'UPC qui vont au-delà du sigle. Et c'est le même fonctionnement, la même culture politique. Et je souhaite un jour que ces partis-là prennent le pouvoir. Parce que tous les autres, là, c'est du bavardage. D'accord. Alors, on va maintenant parler un tout petit peu de la journaliste. Hein. Comme ça, on va pouvoir évoquer le panafricanisme. Vous êtes, depuis un moment, très présente sur une chaîne qu'on aime beaucoup, qu'on regarde tous, Afrique Média. Et vous êtes journaliste en même temps, parce que vous avez je suis journaliste toujours. Hein? Yangon, vous aviez des noms de code, mais bon, cette histoire, j'imagine qu'elle est connue de beaucoup.
quand vous allez sur les plateaux et que vous discutez, est-ce que vous reconnaissez euh, ce que le CNC a écrit sur Afrique Média? Est-ce que vous reconnaissez les accusations qui sont portées contre cette chaîne d'après votre observation de journaliste? Bon, d'abord, il faut dire que le panafricanisme vient de faire irruption dans le débat politique. Mhm. Le panafricanisme est dans l'ADN des UPCistes. Lorsqu'il y a eu la répression, les UPCistes se sont retrouvés au Ghana. Certains étaient même des conseillers de Kwame Nkrumah. C'est Kwame Nkrumah qui les protégeait. Et le Ghana est devenu une plaque tournante de l'UPC. De même qu'ils se sont retrouvés chez Sékou Touré, ils se sont retrouvés à Alger, ils se sont retrouvés au Caire, l'Égypte de Nasser. Ils se sont même retrouvés à Khartoum. Voilà. Donc, on a une histoire, une culture qui fait que le panafricanisme, c'est un débat permanent à l'UPC. Et quand on voit le sigle du Manidem et sa devise, le Cameroun est notre patrie, l'Afrique est notre avenir. Parce que pour les panafricanistes, l'avenir, c'est ça. Ouais. Maintenant, des jeunes générations se sont emparées de cet esprit-là. Et nous, les UPCistes, on ne peut que les encourager là-dedans. Et quand je suis au débat panafricain, je ne fais qu'un débat, le débat panafricain. Ouais. C'est parce que ça fait partie de notre histoire politique, le panafricanisme. Je vais vous donner deux petites références historiques. On a été membre du RDA. Oumiobe a été membre, l'UPC a été membre du RDA. Moumié a été un grand panafricaniste. C'est Moumié qui a introduit le MPLA qui est au pouvoir aujourd'hui en Angola auprès du concert des mouvements de libération qui se réunissaient ce jour-là au Caire, chez Nasser. Moumié était très connu sur la scène africaine. C'est lui qui a introduit le MPLA. Et quand vous arrivez en Angola, les Angolais vous diront que c'est grâce à Moumié. On nous a dit, eux, ils commençaient leur lutte. Il dit, vous êtes vraiment décidés à vous battre contre les Portugais? Ils ont dit oui. Il a dit, bon, je vous donne des billets d'avion. On a une réunion importante au Caire. Voilà. Donc, on a ça. En Angola, on va vous dire que les UPC sont chez eux parce que comme on a perdu au Cameroun, il y en a qui sont allés se battre avec le MPLA contre le colonisateur portugais. Ouais. De la même manière que nous avons toujours été un grand soutien pour l'ANC quand l'ANC n'était pas encore aux affaires. Faire connaître les combats de l'ANC en France, ça a été porté par les UPCistes. Donc, c'est normal que quand il y a un débat panafricain quelque part, si on m'invite, que j'y aille. Oui. C'est l'avenir de l'Afrique, c'est le panafricanisme. D'accord. Maintenant, au niveau justement de les Européens font ça. On ne dit pas que non. Et moi, j'ai remarqué que on ricane souvent sur le panafricanisme. Parce que cette notion est tellement neuve que les gars ne sont pas informés là-dessus. J'ai même vu un journaliste dire que oui, il y a plusieurs courants dans le panafricanisme, celle de cette chaîne-là est mauvaise. Il ne sait rien, il n'a rien lu, il n'a pas lu Nkrumah, il n'a pas lu Sékou, il n'a pas lu... Dans le panafricanisme, voilà. On peut tout dire. C'est-à-dire que quand on est dans la logique de défense des intérêts de l'Afrique, on peut tout dire. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout, on débat. Bon, maintenant, le fait qu'il y ait beaucoup de gens sur un plateau et des tempéraments tellement différents, il peut arriver qu'il y ait des dérapages. Mais dire que c'est violent, il n'y a pas pire violence que le néocolonialisme qui nous a maintenus dans le sous-développement pendant 5 ans. Il n'y a pas pire violence que celle-là. Et donc, qu'est-ce que vous dites? Et donc, quand nous disons, par exemple, que ce n'est pas normal qu'un individu contrôle toute l'économie du pays, contrôle la mer, contrôle le train, contrôle le rail, la route. Vous parlez du groupe Bolloré? Exactement. Et on vous dit, vous êtes méchant. Mais en politique, c'est ça. Quand la France dit, je veux le patriotisme économique et je veux la préférence culturelle pour ne pas être submergé par la culture américaine, est-ce que c'est du racisme? C'est de dire, nous voulons préserver notre culture
Et nous mettons une préférence à cette culture-là. Quand Hollande dit « je ne livre pas les Mistral », parce que je ne suis pas d'accord avec la politique de Poutine, c'est politique. Donc même attribuer un terminal à conteneurs, c'est politique. Et on ne peut pas amener un individu à contrôler tout un pays parce qu'il est le mieux-disant, il est ceci. C'est même idiot à la limite. Parce que nous sommes un pays, nous avons notre souveraineté. Moi, j'ai vu, en Côte d'Ivoire, M. Gbagbo a donné le port à Bolloré. Il a même décoré le jour-là. Il lui a dit, bon, maintenant tu viens, mais il y a un cahier de charge. Ça sera win-win. Je ne sais pas dans quelles conditions tu étais venu, mais c'est ça que j'exige de toi. Bolloré a dit, je suis d'accord. Le même Bolloré a financé la rébellion. Et quand on bombardait Gbagbo, il était dans sa suite à Ouagadougou. Il regardait en Mondovision comment on sortait Gbagbo de son trou, en rigolant. Donc, on ne peut pas avoir une souveraineté à défendre et faire ce qu'on vient de faire là. Ce n'est pas une question de technique, de mieux-disant. Alors, Henriette Ekoué, là, il y a quand même un problème. On vous accorde énormément de crédits. Ça, vraiment. Ah, je ne sais pas. Oui, ça, je le dis parce qu'en même temps, j'entends souvent parler de vous. Les Camerounais vous accordent beaucoup de crédits en général. Merci, oui. Et donc, ce que vous venez de dire sur Bolloré et sur le rôle qu'il aurait joué dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, on entend des choses comme ça de manière récurrente sur le plateau d'Afrique Média, mais on a envie de se demander, est-ce qu'il y a des preuves lorsqu'on avance de telles accusations? Bien sûr. Bolloré était contre le régime de Gbagbo, tout en ayant repris le port. Il a financé les forces nouvelles. Il a financé les forces nouvelles. Et donc, il y a des preuves de ces financements? Moi, je n'en sais rien, mais il a fait. Il y a des preuves des gens qui étaient au gouvernement de Gbagbo qui le savent. Deuxièmement, lorsqu'on fait du patriotisme économique, on fait attention. Vous pensez que le port de Douala, qui était le plus grand port, a été géré dès l'indépendance par un certain Griffé, un Bafia. Après, il a eu des problèmes. On a mis M. Diboussi, un Douala. Après, il y a le jeune Simon Gagnon, qui a même supervisé les travaux d'extension du port, qui étaient des travaux hautement sophistiqués. Et vous croyez qu'un terminal à conteneurs va dépasser les Camerounais qui font l'école tous les jours? Alors quand les Camerounais eux-mêmes viennent ricaner sur un plateau de télévision en disant que il avait les compétences, il était le mieux disant, c'est une question politique. La France a dit, je ne privatise pas mon électricité. C'est stratégique. On ne lui a pas dit que non, il y a le mieux disant. Ils ont dit non. Même leur train, ils ont du mal. La SNCF devait être privatisée. Ils ont du mal à le faire. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, on a privatisé le train et c'était des accidents tous les jours. Parce que les sous-traitants n'étaient pas capables. Donc, voilà. Pour se résumer, vous dites la sanction prononcée contre Afrique Média par le CNC n'aurait pas dû. Pour ce qui est du CNC et d'Afrique Média, l'affaire est pendante en justice. Oui. Je ne vais pas me prononcer dessus. D'accord. Par contre, ce que je dis, c'est que s'il y a des dérapages, effectivement, qu'on insulte une dame ou qu'on écorche le nom d'une ambassadrice, ça, il faut le rectifier. Et je crois que même tous les gens qui vont en Afrique Média le comprennent parfaitement. Mais quand quelqu'un dit que Afrique Média a livre la guerre à un pays qui ne nous a pas déclaré la guerre, mes intérêts ne sont pas les intérêts français. Et si on dit que c'est parce qu'il y a un rapport de force qui fait qu'on ne peut pas ouvrir la bouche, mais ce rapport de force, il se construit. On l'inverse. Qui savait que les Vietnamiens allaient taper les Américains? Dans leur guerre, on leur versait du napalm. Qui savait ça? Donc, on est dans une situation où le pays des patriotes qui ont pris les armes contre la France, contre le colonisateur. J'ai bien dit que c'est les Français qui ont formé les Oumyobé. Ouais. Ce n'étaient pas des Africains. C'est des petits Blancs qui ont dit que le régime colonial était très mauvais. Et il y en a même un, Lalaurie, qui a risqué sa vie. On a voulu le tuer. Parce qu'il formait des Africains. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on est raciste contre les Français. Non. On dit simplement que le système néocolonial a bloqué notre développement. Pourquoi? Parce que dans des colonies, on développe le pays utile.
Les autres, c'est des pistes qui vont amener le cacao au port. C'est tout. Maintenant, toi, tu as pris le pays. Ton intérêt, c'est de développer tout le pays. Ce n'est pas de continuer dans le pays utile où les pistes sont là, il n'y a pas de goudron. Le goudron est devenu un élément de luxe. Quand vous allez en Gambie, ce n'est pas des routes. Donc, moi, je dis que si des patriotes, des Camerounais sensés sont contre Afrique Média, parce que Afrique Média dit que le néocolonialisme n'est pas bon, alors on n'est pas d'accord avec eux. D'accord. On va sortir de cette émission, mais peut-être deux dernières questions. Quand on parle d'Henriette Ekoué, impossible de ne pas se souvenir de tous les combats que vous avez menés, même au-delà du Cameroun, hein, très proche de la cause Gbagbo. On ne parlera pas de cela. Vous avez également rencontré Nelson Mandela et beaucoup d'autres grands dirigeants de ce continent. Pas Mandela, mais beaucoup de d'accord. l'ANC. C'est vrai que j'ai... Bon, des formations n'étaient pas tout à fait exactes, mais vous avez, Mbeki, oui. oui, vous avez surtout rencontré de grandes femmes, Hillary Clinton et puis également Michelle Obama. Oui. Oui. Bon, Hillary, d'abord, elle est de ma génération. Elle a 2 ans de plus que moi. Et certains combats aussi, elle les a menés. Elle était pour le mouvement des droits civiques pour les minorités, donc pour les Noirs. Bon, Michelle Obama, pareil. Mais j'ai rencontré beaucoup d'Africains aussi. Une des rencontres qui m'a aussi marqué, bon, celle de Washington, bien sûr, parce que qui pouvait imaginer... Vous aviez reçu une récompense d'ailleurs. Oui, qui pouvait imaginer que moi, à pied, dans les rues de Douala, on allait m'appeler là-bas. Bon. Mais il y en a une qui m'a beaucoup marqué, celle-là. J'ai rencontré en 2009 Jerry Rawlings. On a beaucoup causé. Et je lui ai demandé, bon, pourquoi il a fait ce coup d'État, pourquoi il a pris le pouvoir. Il m'a dit, j'étais pilote à l'armée, j'étais lieutenant dans l'armée de l'air. Et chaque fois que j'atterrissais, je voyais les bidonvilles qui grandissaient. Quand j'allais dans les villages, les mamans, dans les petites villes, les mamans me demandaient de leur apporter à manger. Et quand j'étais à Accra, je voyais comment toute une nomenclature, ils étaient dans des immenses voitures, dont j'étais choquée. C'est comme ça que j'ai décidé de changer les choses. Donc, les disparités des classes entre les riches et les pauvres finissent toujours par créer une étincelle. D'accord. Et ça, c'est dangereux. Ok. Alors, dernière chose, hein, il y a eu cette autre exaction de Boko Haram aujourd'hui en territoire camerounais. Tout à fait, oui. On ne peut pas sortir de cette émission sans en parler. Actuellement, puisqu'il n'y a pas encore de bilan officiel, on est en train de dire 30 morts minimum. Vous pensez que qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réussir vraiment à contenir cette secte? Déjà, toutes nos condoléances aux familles endeuillées. Vous savez, je leur exprime aussi mes condoléances et je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose. Je pense que notre armée est la plus outillée pour savoir ce qu'il faut faire. Et moi, je constate que pendant 1 mois, il n'y a pas eu d'attentat. C'est-à-dire que notre armée est au travail. Et je ne suis pas un militaire, donc je ne vais pas leur dire une stratégie. Ils savent ce qu'ils doivent faire. On a fait pratiquement 1 mois, la même chose au Tchad. Ça fait 1 mois, eux, ils n'ont pas encore eu un autre attentat. Donc, ça veut dire que l'armée est en train de travailler et je souhaite qu'elle soit de plus en plus efficace. Merci Henriette Ekoué de nous avoir accordé cette interview. Merci. Ça fait plus d'1h30 maintenant. Le temps est passé suffisamment vite. Oui. J'ai beaucoup parlé. Non, vous avez dit exactement ce qu'on voulait entendre. Hein. Enfin, on n'est pas prévu que vous direz toutes ces choses, mais ça a été très instructif. Merci. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Passez une très belle nuit. Merci Dora. C'était un plaisir de revenir à STV pour un entretien, mais différent toujours, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses dans la vie d'une femme de 65 ans. Donc, merci. Merci à vous qui nous avez suivis à la maison. On se retrouve très bientôt sur les antennes de STV. Passez une très belle nuit. À bientôt.